Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour ce premier webinaire consacré à la prévention des difficultés des entreprises. Je commence d'abord par rappeler le contexte que nous connaissons tous, que nous traversons ensemble depuis 2 ans. Certaines activités étaient même impactées avant le premier confinement dans lequel nous allions tomber au mois de mars 2020. Et certaines entreprises connaissaient déjà des baisses de chiffre d'affaires. Je pense à un chef d'entreprise que j'ai rencontré en février 2020 où tous les salons étaient annulés les uns après les autres et il connaissait une chute déjà vertigineuse de son chiffre d'affaires. Et au mois de mars 2020, le 17 mars pour être précis, on allait sur des prévisions les plus alarmistes. Chacun allait effectivement sur des baisses d'activité de 20-25%, et puis par là même des disparitions d'entreprises. On allait jusqu'à 25-30% quand j'appelais des confrères à l'époque, et en tant que président de la commission entreprise, j'ai appelé plusieurs d'entre vous pour avoir les premiers ressentis. Et finalement, on a eu une réaction des pouvoirs publics, je dirais, à la hauteur de l'événement qu'on traversait, cette fameuse politique du quoi qu'il en coûte, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'argent aussi. On a vu que le chômage partiel avait fonctionné, on avait rapatrié toutes nos équipes pour gérer cette particularité. Le PGE a pris le relais aussi très, très rapidement et on a vu que ça avait fonctionné. Et puis, les aides plus massives encore mises en œuvre au second confinement ont permis de passer le cap relativement bien pour la plupart des entreprises. Je pense que chacun d'entre nous l'admettra. On voit, et j'en profite aussi pour mettre en avant notre outil Image PME, où on a vu effectivement les statistiques 2020 calamiteuses en termes de chiffre d'affaires, de perte de chiffre d'affaires. Et pour autant, c'est le constat, très peu de défaillances. Je laisserai les animateurs, co-animateurs en reparler tout à l'heure, mais très peu de défaillances d'entreprises sur l'année 2020, grâce à des politiques accommodantes des pouvoirs publics, l'URSSAF notamment, qui avait reçu des instructions, et puis l'administration fiscale pour ne pas emmener finalement les entreprises parfois défaillantes en termes de trésorerie, se retrouver au tribunal. Donc voilà. Et en même temps, du coup, quand on a arrêté les comptes 2020, des surprises, des résultats surprenants, mais pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, avec ces aides massives qui ont permis de compenser les pertes de chiffre d'affaires. Ce faisant, courant d'année 2021, on a eu la demande des pouvoirs publics, une demande pressante auprès de l'ordre des experts comptables pour organiser des manifestations et des actions pour mettre en avant les outils qu'a pu mettre en place ou qu'ont pu mettre en place les pouvoirs publics pour aider les entreprises à sortir de la crise dans de bonnes conditions. Pour autant, on le constate aussi, et là, je regardais les statistiques 2021 des défaillances d'entreprises, très peu de défaillances liées au Covid, en fait. On n'a jamais eu aussi peu de défaillances d'entreprises en 2021. Le chiffre pour l'année en France, c'est 27 285, en recul encore, de 12 ou 13% sur l'année par rapport à 2020, qui était une année très peu impactante sur les défaillances. Ça, c'est le premier constat. Ce qui avait fait finalement dire et puis prendre cette position, moi, au sein de la commission entreprise, qu'on n'allait pas forcément organiser tout de suite de manifestations ou de webinaires sur la prévention des difficultés, tels qu'avaient pu le faire d'ailleurs d'autres régions. Et en même temps, en fait, on voit depuis quelques mois l'émergence de difficultés dans certaines entreprises, alors pour d'autres raisons qu'on n'avait pas forcément vu venir. Je pense notamment aux délais de livraison, aux augmentations des prix des matières premières, aux difficultés de recrutement dans les entreprises, qui amènent à d'autres types de difficultés pour nos clients.
Et puis, l'apparition aussi de signaux faibles sur lesquels je reviendrai en conclusion, et qui fait que, bah, effectivement, on se posait la question. Et hasard du calendrier ou pas, mais pour prendre cette idée de signaux faibles, hier, pas plus tard qu'hier, j'avais deux rendez-vous clients, enfin un client et puis une entreprise sans expert comptable, donc une entreprise en défaillance. Donc, en rendez-vous hier, le premier client, là, celui-ci, impacté par la crise sanitaire et les nouvelles mesures sanitaires et les contraintes qui fait que un recul du chiffre d'affaires sur décembre et janvier. Et en fait, donc, dans le cadre du commentaire de bilan, un bilan correct 2021. On en aura de très bons, je pense encore, on le verra, on le constatera. Et puis, une projection 2022 où je serais presque tenté de dire que les clients ont perdu la foi, en fait. Donc, du coup, ça, on va avoir ce genre de situation très rapidement. Et puis, un autre cas, et tu auras l'occasion d'en reparler, Bernard, donc un client sans expert comptable ou qui n'avait plus d'expert comptable, donc en difficulté économique. Et du coup, là, on voit, ce n'est pas l'État, donc ni l'URSSAF, ni l'administration qui l'a emmené comment dirais-je, à la cessation de paiement et donc à la convocation devant le tribunal, mais un fournisseur qu'en fait, j'avais très peu vu dans ma carrière et on voit ce genre de situation qui risque de se répéter. Tout ça pour vous dire, c'est en fait pour justifier donc la mise en œuvre de ce webinaire, donc avec cette pression également que l'on a des pouvoirs publics, et donc avec Carole, notre présidente, donc Carole Potrel-Glaise, où on a décidé effectivement de mettre en œuvre ce webinaire donc sur la prévention des difficultés. Donc voilà, donc l'objectif de ce séminaire, mini-séminaire, webinaire, c'est en fait de vous sensibiliser, confrères, consoeurs, donc à l'importance de notre rôle d'expert comptable, donc dans l'accompagnement du chef d'entreprise dans ses difficultés. La deuxième, donc, c'est le deuxième objectif, mettre à jour donc, votre boîte à outils permettant donc d'accompagner au mieux donc, notre clientèle donc, en difficulté. Et enfin, c'est découvrir et vous approprier donc, les outils de l'Ordre des experts comptables. Et donc, du coup, pour ce faire, j'ai sollicité donc, M. Taledec, président du tribunal de commerce de Saint-Malo, qui aura l'occasion donc, de se présenter juste après, et Bernard Le Denmat, que je ne présente plus, qui est expert comptable élu au sein de notre conseil régional et qui, en tant que délégué à la prévention des difficultés au sein de ma commission, à qui j'ai délégué cette responsabilité de vous présenter ce webinaire. Donc, je vous laisse en leur compagnie et puis vous souhaite un très bon, une très belle séance d'information, de formation sur ces outils de prévention. Et je vous retrouve donc pour ma part à la fin de cette intervention. Voilà, merci et donc à tout à l'heure. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est vrai qu'on a des statistiques qui montrent qu'on est passé de 52 000 procédures collectives en 2019 à 36 000 en 2020 et moins de 28 000 en 2021, grâce, comme l'a dit Régis, à toutes les aides et grâce aussi aux 700 000 PGE. Près de 700 000 PGE, ce qui fait environ 143-144 milliards d'euros de trésorerie qui ont été injectés dans les entreprises. Or, on le sait tous, la trésorerie, c'est le carburant des entreprises. On va dire que le gouvernement a préféré l'endettement à la faillite parce qu'une entreprise qui est endettée, elle peut survivre. Quand, avec la faillite, tout disparaît, l'activité, les emplois, il n'y a plus rien. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a au niveau de la prévention pour éviter justement d'arriver jusqu'aux procédures collectives. Alors, l'objectif de la prévention, c'est d'assurer la pérennité des entreprises fragilisées par la crise et la confidentialité, puisque vous savez bien, ce que veut éviter le chef d'entreprise, c'est tout ce qui est publicité autour de ces difficultés.
Et tout ce qui est prévention des difficultés, mandat ad hoc, etc., tout ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est secret, c'est confidentiel. Et c'est une période où le chef d'entreprise, il est, entre guillemets, un petit peu chouchouté. On essaie de l'aider alors qu'en RJ, LJ, c'est un redressement judiciaire, liquidation judiciaire. C'est différent, c'est beaucoup plus normé, quoi. Rompre l'isolement du chef d'entreprise qui parfois se replie un peu sur lui-même. Donc là, nous, en tant qu'expert comptable, on a un rôle important. Donc, prémunir le chef d'entreprise d'une situation de déni, donc on comprend. Mettre en place des solutions amiables. Donc, parce qu'en prévention, on peut concocter du sur-mesure. On peut vraiment, le tribunal de commerce, en mandat ad hoc ou en conciliation, est vraiment là pour aider l'entreprise à essayer de s'en sortir et à concocter du sur-mesure par rapport aux vraies difficultés. Et on parlera tout à l'heure notamment du PGE, comment repousser le PGE qui est de 6 ans à 10 ans, voire 12 ans, voire plus, quoi. Donc, dédramatiser, bien sûr, les procédures judiciaires, parce que pour un chef d'entreprise, passer la porte d'un tribunal de commerce, c'est toujours quelque chose de difficile. Et traiter les difficultés dans la confidentialité. Voilà. Ça, c'est, à mon avis, un passage, un mot très important. Je vois pas bien. Donc, le rôle de l'expert comptable, on va voir le rôle de l'expert comptable dans la procédure amiable et dans les procédures collectives. Donc, le rôle de l'expert comptable dans la procédure amiable, c'est d'accompagner donc le chef d'entreprise dans cette procédure avec donc un rôle assez puissant puisqu'on connaît bien l'entreprise, on connaît bien le chef d'entreprise, on sait à peu près où on va. Donc, on a un rôle quand même très, très important. Donc, déjà, de vérifier les conditions d'ouverture de la procédure, savoir si on n'est pas en état de cessation des paiements, parce que si on est en état de cessation des paiements dépassé depuis 45 jours, il y a des procédures auxquelles on n'a plus droit. Donc, ça fait partie un petit peu de ce qu'il faut qu'on sache et ce qu'il faut qu'on regarde. On peut très facilement aider pour mettre en forme la requête, pour savoir qu'est-ce qu'il faut indiquer, quelles sont les raisons, etc. Il y a aussi l'histoire de la commission des chefs de services financiers, etc., qui peut nous aider et qu'il faut qu'on connaisse parce qu'on y reviendra tout à l'heure, ça peut être une bonne solution dans un certain nombre de cas. Être là lors de l'entretien devant le président du tribunal de commerce, vous savez tous, quand on est concerné directement, c'est toujours un petit peu compliqué. Quand on assiste quelqu'un ou quand on est assisté, c'est quand même plus facile, ne serait-ce que moralement. Ensuite, négocier avec les créanciers, chercher des solutions. Donc, on a toute une liste de raisons qui font qu'on a un rôle très, très important dans le cadre de la procédure amiable. Dans le cadre de la procédure collective aussi, mais évidemment, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est un petit peu plus loin dans les difficultés. C'est une procédure qui est quand même beaucoup plus cadrée. Il y a le procureur de la République, etc. Donc, par contre, on peut être dans la phase de redressement au niveau de trouver des solutions au niveau du prévisionnel, etc. Et d'être un fort soutien moral du dirigeant quand on arrive en redressement judiciaire. Alors, on ne va pas vous revenir sur toutes les lois qui ont été votées, qui ont été lois, arrêtés, ordonnances, décrets, etc. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de l'actualité du droit des entreprises en difficulté qui a été très, très important en 2021, excusez-moi. Qui montre que l'exécutif était très inquiet. L'exécutif, donc, comme on a dit tout à l'heure, a mis énormément d'argent dans le quoi qu'il en coûte. Et le but de tout cet argent dépensé, c'est pas c'est pour éviter les dépôts de bilan. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait après.
il ne faut pas qu'il y ait une masse de dépôt de bilan maintenant, en 2022, en 2023, un certain nombre d'arrêtés, d'ordonnances, etc., qui, pour faciliter un certain nombre de choses, notamment, on pourrait s'arrêter sur l'arrêté du 8 juillet 2021, qui a permis la prolongation de la garantie de l'État pour les PGE jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire que, vous savez, les PGE ont une garantie de l'État, et pour l'instant qui a été limitée à 6 ans, et cet arrêté a permis donc si on fait un plan qui peut durer par exemple 10 ans, on a déjà 2 ans de PGE, ben, on garde quand même la garantie de l'État. Donc, l'actualité du droit des entreprises en difficulté, business prévention, donc il y a 3 facteurs qui se conjuguent. Donc, il y a une directive européenne qu'il a fallu transposer dans le droit français. Il y a les réformes du droit des sûretés et la création d'une nouvelle procédure de traitement de crise, procédure à laquelle notre profession a été vraiment impliquée, on ne va pas dire peut-être moteur, peut-être, une procédure très courte qu'on va détailler tout à l'heure. Le but de cette procédure, c'est de trouver rapidement des solutions. Donc, le plan d'accompagnement des entreprises en sortie de crise. Le plan, on va dire, il s'articule autour de 3 axes. C'est détecter de façon anticipée les fragilités des entreprises, d'orienter les entreprises en situation donc de fragilité vers le meilleur interlocuteur et de proposer à chaque fois, à chaque entreprise, une solution adaptée à sa situation. Et donc, notre profession s'est très, très fortement engagée dans ce cadre. Donc, le Conseil supérieur est signataire de cet engagement. Et donc, nous sommes engagés, en fait, la profession s'est engagée à créer une plateforme pour mettre en relation gratuitement les chefs d'entreprise qui n'ont pas d'expert comptable. C'est-à-dire, il y a 2 phases. Il y a les entreprises qui n'ont pas d'expert comptable et les entreprises qui ont un expert comptable. Les entreprises qui n'ont pas d'expert comptable, donc il y a la création de Business Story Prévention. Le but, c'est qu'ils rentrent en relation avec un expert comptable et volontaire, donc pour réaliser un pré-diagnostic, savoir un petit peu où ils en sont, quelles sont leurs difficultés exactes. Et pour nos clients, la profession s'est également engagée à proposer donc sans surcoût ce même diagnostic, donc gratuitement. Le but, c'est de déceler où sont les difficultés et puis ensuite, évidemment, on rentre en relation normale avec un client. Évidemment, le reste, il n'y a pas d'engagement de gratuité sur le reste. C'est juste déjà de rentrer. Et à partir du moment où on fait une mission qui apporte du positif à l'entreprise, c'est une relation normale. Donc, au cours de ce webinaire, donc, on va vous rappeler les notions fondamentales en matière de restructuration. Également, tout ce qui concerne la transposition de la directive européenne restructuration et insolvabilité, avec des impacts sur les procédures amiables d'un côté, sur les procédures collectives de l'autre. On s'arrêtera 5 minutes sur la procédure de traitement de sortie de crise. D'ailleurs, vous voyez, vous connaissez normalement, il y a 5 procédures que vous connaissiez à peu près, ou bien, donc le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation. Donc vous allez voir aujourd'hui qu'en fait, on n'est plus à 5 procédures, on est à 8 ou 9 procédures. Le sort de la caution dans le cadre des différentes procédures. Il y a des procédures où la caution est un petit peu aidées, et puis d'autres où elles sont moins, mais il y a eu des changements à ce niveau-là, et puis rappel des outils de normes. Donc, rappel des notions fondamentales en matière de restructuration. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur le Président Taledec, président du tribunal de commerce de Saint-Malo et de Dinan.
Merci, monsieur Denmat. Bonjour à tous. Je suis donc Joël Taledec et je préside le tribunal de commerce de Saint-Malo-de-Dinan. Je crois que ce qui est important pour vous, parce que je suis un petit peu là, en immersion totale chez les gens qui connaissent ce chiffre, et chiffres statistiques, etc., je pense que c'est pas ce qui vous intéresse de la part du président du tribunal. Ce qui vous intéresse, c'est ce que nous pouvons faire en matière de traitement de sortie de crise. C'est ce qui est, j'allais dire, presque à la mode en ce moment, c'est-à-dire que dans la continuité de le moins d'entreprises possible laissées sur le bas-côté, on a tous, les uns et les autres, une mission qu'on appréhende de chacun à sa manière. Le tribunal demeurant tout de même un tribunal en fin de compte, mais tous les acteurs comme vous pouvez l'être, on a quand même toujours l'habitude, et on le voit bien, nous, au tribunal, avec les chefs d'entreprise qu'on voit en situation de dépôt de bilan, donc qui arrivent au redressement ou à la liquidation. C'est jamais la faute du chef d'entreprise. C'est jamais sa faute. C'est toujours la faute de l'expert comptable, la faute de mauvais conseils de quelqu'un. C'est toujours la faute des autres. Bon, et pourquoi est-ce que c'est la faute des autres? Parce que ces chefs d'entreprise, probablement, puisque nous sommes quand même en train de parler des petites entreprises. Toutes les entreprises qui sont structurées, elles ont toutes un expert comptable, elles ont toutes un commissaire aux comptes, et elles savent à peu près de quoi elles parlent, et elles connaissent les moyens de sortir d'une crise. Elles n'ont pas vraiment besoin de tout ce que nous savons faire, nous, dans tous les domaines. Alors, quand je dis nous, je parle de tous les acteurs avec ce qui existe aujourd'hui, les experts comptables, les avocats, tout ce qui est CCSF. Bon, donc, il y a vraiment beaucoup. Un des problèmes qui existent aujourd'hui, c'est de savoir, pour ces chefs d'entreprise, vers qui se tourner quand on a besoin d'assistance. Mais le vrai problème qui a toujours été le même, c'est de dire, moi, je suis chef d'entreprise, je suis tout seul. Donc, si quelque chose ne va pas, le système de l'autruche qui met la tête dans le sable, c'est quand même plus facile pendant quelques temps. Ça, c'est la première chose, parce que je ne sais pas qui va m'aider. Et la deuxième chose, c'est le déni total qui consiste à dire, de toute façon, demain, ça ira mieux. Alors, on a devant les tribunaux de commerce, on a deux périodes qui sont alors vraiment très marquées. La période avant le Covid et la période après. Alors, elles sont très marquées parce que les gens qui ont bénéficié de PGE, qui ont continué à travailler comme elles devaient travailler, pour la plupart de ces entreprises, on ne les a pas vues. On les a pas vues et j'espère, je pense qu'on ne les verra pas grâce à ces traitements de sortie de crise. Et puis, vous avez l'autre petite partie qui existe évidemment de tous ces chefs d'entreprise qui ont utilisé le PGE, les aides, pour commencer à moucher des trous. Alors, donc, toutes ces entreprises-là, il ne faut pas se leurrer, vous, experts comptables, en arrivant maintenant, c'est-à-dire en arrivant, oui, en arrivant en assistance de toutes les entreprises qui ont des difficultés, vous allez pouvoir sauver, probablement, ou aider à sauver, tous ceux qui ont des besoins de connaître leur situation réelle. Et puis, vous avez quand même, parce que j'ai l'habitude de dire qu'une entreprise, parfois, c'est quelque chose de vivant. Donc, ça naît, ça vit, ça peut tomber malade, ça se fait soigner, et vous faites partie des gens qui soignent les entreprises. Et quand c'est soigné, ou ça en sort de cette maladie par le haut, ou ma foi, quelquefois, on ne peut plus rien faire, et l'entreprise est finie. Il ne faut pas oublier quand même que dans ce problème, jusqu'à maintenant, il y avait une carence ou une insuffisance d'accompagnement comptable. Mais ce que disait tout à l'heure M. Le Delmat, c'est que quand on parle d'insuffisance ou de carence d'accompagnement comptable, évidemment, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir qui n'ont pas de comptable. Et en ajoutant deux syllabes, elles n'ont pas de comptabilité. C'est quand même plus simple.
on arrive chef d'entreprise, on n'a pas de comptable. Bon, ça, on peut se demander si effectivement c'est une obligation. Ça devrait en être une, parce que la femme qui fait en même temps comptable et puis qui s'occupe de l'entreprise quand elle a le temps, malheureusement, parce que c'est une petite entreprise et que monsieur n'a pas le temps de faire ses factures, etc., l'expert comptable est important. Alors, le manque de comptabilité, ça amène beaucoup d'entreprises à venir nous voir en disant, alors ils viennent nous voir avec presque avec un carton et des papiers à l'intérieur. Attendez, voilà ma comptabilité, mais de toute façon, faites-en ce que vous voulez, moi je ne veux plus travailler, j'en ai marre, c'est fini. Donc on a beaucoup de travail. Là, une des difficultés qui va se poser, évidemment, la vraie difficulté, c'est d'amener ces gens-là à reprendre courage, à reprendre confiance. Alors, en Bretagne, jusque-là, on a quand même été un petit peu à l'abri parce qu'on a peu d'entreprises, mais il va falloir aussi qu'on demande à tous les intervenants, et Dieu sait s'il y en a. Là, vous arrivez, vous, alors que vous êtes à l'origine. C'est vous qui connaissez le mieux les entreprises. À condition qu'elles viennent vous voir, évidemment. Si vous ne les avez pas comme clients, ça va être difficile. Mais c'est vous qui les connaissez le mieux, et de savoir vers qui les diriger, c'est important. Je m'élève toujours contre cette absence de portail unique où un chef d'entreprise pourrait aller quelque part. Aujourd'hui, il va à l'URSSAF, il discute avec la CCI, il discute avec, éventuellement avec son comptable. Il dit, bon, le problème de la prévention, c'est quand même ça, c'est savoir vers qui on va se diriger. Et tant qu'on n'aura pas une vraie gouvernance dans ce domaine-là, on aura quelques problèmes. Ceci étant, les clés pour ces petites entreprises, les clés d'une bonne gestion, ainsi que les autotests qu'ils peuvent faire, sont quand même très très simples et peuvent vous amener, vous, à récupérer des gens en leur donnant un coup de main. Alors effectivement, il faut reconnaître, mais ça, vous savez le faire entre vous et vous savez en faire la promotion, c'est bien, que de dire, moi, je vais aider des entreprises qui n'avaient pas d'expert comptable, qui viennent me voir, et ceci sans surcoût par rapport à ce que coûterait l'assistance d'un expert comptable normal. Je pense que ça aidera les entreprises. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde. Non, c'est pas maintenant qu'on aborde. Ah, si, il y avait quelque chose quand même dans la compétence des tribunaux de commerce. Oui, c'est ça. Vous aviez remis les artisans en changeant parce que depuis le 1er janvier, comme vous le savez, les artisans sont désormais dans le giron des tribunaux de commerce, alors qu'ils étaient dans celui des tribunaux judiciaires jusqu'au 31 décembre 2021. Juste un petit mot sur la manière dont se présentent les tribunaux. La juridiction, par exemple, celle de notre tribunal, dépend pour les tribunaux spécialisés du tribunal de commerce de Rennes. Pour le reste, jusqu'à... Enfin, il n'y a pas de limite. La juridiction, c'est une juridiction géographique, bon, avec la spécialité ou la spécificité de Saint-Malo qui bénéficie aussi des Pays de Rance, donc de tout ce qui est Dinan jusqu'à Plancoët et un petit peu plus loin, bah, tout simplement par la situation géographique et j'allais dire le fait que franchement Saint-Malo et le Pays de Dinan sont quand même assez proches l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous avez encore? La notion de cessation des paiements, ça, je pense que je ne vais rien vous apprendre dans ce domaine-là. Cette définition qui est toujours la même, qui est l'impossibilité de faire face au passif éligible avec son actif disponible, ça, c'est une notion effectivement déterminante, mais avec laquelle on peut jouer, puisque comme vous l'aviez marqué très justement, ce n'est pas une notion comptable. Et alors, il y en a une autre qui n'est pas une notion comptable non plus, dans ce que vous mettez des réserves de crédit, tel un découvert bancaire non utilisé, possibilité accordée par la banque d'émettre des billets, les possibilités d'escompte d'ailleurs ou une ligne de crédit pour financement d'investissement. Il faut aussi quand même, on voit dans ce découvert bancaire autorisé non utilisé, il faut quand même qu'on voit que pour ces petites entreprises, le nerf de la guerre, mais ça vous le savez beaucoup mieux que ce que nous savons nous au tribunal, le nerf de la guerre c'est la trésorerie. Quand la trésorerie est totalement épuisée, et ça, alors je ne sais pas si on appelle ça une notion comptable ou pas, mais sans trésor, l'entreprise
doit immédiatement essayer de trouver dans la prévention qui va pouvoir l'aider. Sans trésor, une entreprise, c'est mort, c'est fini. Et je pense que malheureusement, on s'attache souvent à des statistiques ou souvent à des notions qui sont des notions purement comptables. Je pense que celle-là n'en est pas une. Mais évidemment, une entreprise qui est exsangue, ce n'est pas la peine de lui demander d'aller plus loin. Il faut tout de suite qu'elle trouve de l'aide. Alors, les aides, il y en a. Les aides de sortie de crise, il y en a. Je ne sais pas à quel moment on doit voir à quel moment on doit voir la notion de cessation des paiements. Je pense que ce n'est pas trop la peine Bon, il y a cette notion de moins de 45 jours et de plus de 45 jours. Mais je pense que ça vous le connaissez bien. On peut en faire un petit peu, c'est vrai, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Vous aviez mentionné le report une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieur à plus de 18 mois. L'appréciation souveraine des juges du fonds. L'appréciation souveraine des juges du fonds est une appréciation qui ressort quand même des déclarations du chef d'entreprise. Parce que ces déclarations du chef d'entreprise, à force de ne pas payer ses fournisseurs, à force de se cacher vis-à-vis de l'URSSAF, etc., quand il vient à l'instant T déposer son bilan, ou quand il vient à l'instant T demander de l'aide, en disant non, ça ne fait pas plus de 45 jours que je suis en cessation des paiements. Mais non, quelquefois, on s'aperçoit que ça ne fait pas 45 jours, ça fait plus d'un an. Mais il a réussi à traîner jusqu'à ce que quelqu'un, puisqu'on leur dit à chaque fois, méfiez-vous, si vous ne faites pas ce qu'il faut, et si vous ne vous faites pas aider, aujourd'hui par votre expert comptable, puisque c'est de nous qu'on parle, mais aussi éventuellement par votre avocat, mais aussi par les juges de la prévention au tribunal de commerce, si vous ne vous faites pas aider, vous serez remonté à 12 mois ou à 18 mois, et vous aurez vraiment très, très, très peu de chance de faire. La précocité de la déclaration ou la précocité de la recherche d'assistance est un gage de réussite de la sortie par le haut des entreprises. Ça, c'est très, très important. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? C'est plus facile, probablement, pour vous de le faire en se déclarant expert comptable qui peut aider les entreprises, y compris sans surcoût, pour leur dire où elles en sont, que pour le tribunal qui traîne, évidemment, toujours cette notion tribunal égale sanction. On travaille, on essaie de se soigner, mais bon, c'est un peu difficile de se soigner quand on s'appelle tribunal, ce qui fait que, par exemple, pour la prévention, on n'a pas un tribunal avec des juges de la prévention, on a une chambre de la prévention. Ça fait mieux, c'est plus sympa, quoi. Bon, à la limite, c'est exactement la même chose parce qu'aujourd'hui, sur 16 juges qui sont au tribunal de commerce, 2 juges ne font que de la prévention et passent leur semaine à rencontrer des chefs d'entreprise. Alors après, évidemment, vous avez toujours la même chose qui se produit en ce qui concerne la prévention, c'est que nous avons, nous, au-delà des signaux faibles, donc peut-être on parlera, mais nous avons, nous, au-delà de ces signaux faibles, des habitudes, ça veut dire des clignotants qui sont chez nous, qui ne sont pas des signaux faibles, les injonctions de payer, ce que nous donne l'URSSAF, par exemple, avec laquelle nous avons signé un accord de façon à savoir ce qui se passe, plus derrière ça, les codéfis aussi qui nous expliquent ce qui se passe et avec lesquels on est constamment en discussion avec eux. Alors, je vois que vous m'amenez au mandat ad hoc. Est-ce qu'on parle maintenant de tout ce qui est accord amiable? Enfin, Oui. Oui. Oui, on fait ça maintenant, monsieur Denmark, oui. On attaque les procédures amiables. Voilà. Là, on est sur les principales procédures amiables, c'est-à-dire la conciliation et le mandat ad hoc. D'accord. Alors, le mandat ad hoc, alors vous avez, en ce qui concerne les anticipations qui peuvent être faites. La première, c'est le mandat, évidemment le mandat ad hoc. Le mandat ad hoc, c'est, comme vous l'avez mentionné, de négocier un accord avec les principaux créanciers sous l'égide du tribunal. Oui, mais tout ceci a l'initiative totale et complète du chef d'entreprise. Dans le mandat ad hoc, comme dans la conciliation, le chef d'entreprise ne perd pas la main sur son entreprise.
Ça, c'est très, très, très important. Alors, mandat ad hoc, une confidentialité totale. La limite qui est en théorie 3 mois est souvent amenée à 4 mois ou à 5 mois, c'est vrai. Bon, et après ça, pas de cessation des paiements, ça c'est très, très, très important. Pas de cessation des paiements pour négocier un mandat ad hoc. Alors, qu'est-ce que fait le chef d'entreprise? Il vient voir les délégués à la prévention, il dit voilà, j'anticipe des difficultés, on en a qui viennent nous voir en disant voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu de liquidité, aujourd'hui, fin du mois, je vais faire mes salaires, la fin du mois prochain, il est probable que je les fasse, mais si on continue comme ça, le troisième mois, je ne les ferai plus. Je ne ferai plus mes salaires. Comment est-ce que je peux faire? Je ne suis pas en cessation des paiements. Comment je peux faire? Donc, le déroulé d'un discours comme ça ou d'une discussion comme ça pourrait effectivement se faire, mais il ne faut pas se leurrer non plus. C'est-à-dire que vous, expert comptable, moi, je veux bien qu'on vous mette à toutes les sauces, hein, mais vous allez prendre une chambre au tribunal de commerce, c'est-à-dire que vous allez y passer votre jeunesse. Normalement, le chef d'entreprise est capable de faire tout seul et de savoir à qui il doit de l'argent, de savoir qui va l'ennuyer demain, et d'une manière générale, 95 fois sur 100, c'est son banquier. C'est son banquier. Alors, la négociation est forcément plus facile pour l'expert comptable qui a une vue de l'entreprise, ou pour le tribunal de commerce, ou pour le mandataire ad hoc avec le banquier, que pour le petit entrepreneur qui, lorsqu'il va voir son banquier, qui était du reste un copain depuis pas mal d'années, c'est presque devenu un copain, puis là, au jour où ça va mal, ce copain qui est banquier à Saint-Malo, il dit écoute, moi je t'aime bien, mais ton dossier, il est parti à Rennes. Et à Rennes, c'est fini, ça veut dire à Rennes, c'est contentieux. Les types, ils ne te connaissent plus, ça fait 10 ans, d'accord, mais nous, on ne te connaît plus, c'est parti de travers. Quand vous avez des gens professionnels qui s'occupent effectivement du chef d'entreprise, la discussion est un petit peu différente parce que la négociation d'un accord avec les créanciers principaux, en général, quand vous avez 2 ou 3 créanciers, vous avez vraiment touché le maximum de ce qui peut gêner le chef d'entreprise. Alors, le mandat ad hoc, une confidentialité totale, une durée assez brève, parce que bon, 5 mois, c'est vraiment en général le maximum. Quand les créanciers les plus importants se font tirer l'oreille, le mandataire ad hoc a besoin d'un petit peu plus de temps pour essayer de les convaincre. Et quand ils sont convaincus, l'entreprise peut repartir en ayant gelé et négocié la créance principale ou les créances principales. Ça, c'est le mandat ad hoc, sachant encore une fois qu'on n'a aucune publication, aucune publicité, et que ce mandat ad hoc reste donc totalement caché. Ça veut dire que personne ne peut savoir. C'est un petit peu la raison aussi pour laquelle nous sommes un petit peu, nous, les tribunaux de commerce, un tout petit peu en retrait avec cet amas de prévention, c'est-à-dire que dès que vous arrivez, par exemple, à un codéfi et qu'une entreprise devient la cible, entre guillemets, de ces codéfis où on parle d'une entreprise, il faut être sûr que cette entreprise-là, la confidentialité, ça ne va pas durer très longtemps. Alors que là, dans ce que nous sommes en train d'évoquer, oui, la confidentialité, c'est quelque chose d'important. La conciliation, alors j'allais vous dire, c'est la même chose que le mandat ad hoc, sauf que ça se passe sous l'égide du tribunal. Même chose, il ne faut pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. La possibilité, alors évidemment, la possibilité de suggérer un conciliateur, ça c'est laissé au chef d'entreprise qui va négocier avec les gens avec qui il parle habituellement, son conseil, son expert comptable, il va en discuter. Maximum, là aussi, on est à 5 mois. Bon, on peut aller jusqu'à 10 mois, mais ça, c'était jusqu'au 31 décembre. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je pense que là, aujourd'hui, c'est terminé. Et l'accord amiable, il y a 2 solutions sur cet accord amiable. Le premier, c'est que c'est un accord discret et passé entre les créanciers et le chef d'entreprise.
ou alors c'est un accord qui est homologué et cette homologation vaut chose jugée, c'est-à-dire que là, on ne peut plus revenir dessus, et ça, c'est homologué par le tribunal sur demande du débiteur avec une publication. Donc ça, c'est un petit peu plus ennuyeux pour le chef d'entreprise, mais c'est quand même une garantie, c'est la publication. Derrière ça, vous avez ce que vous avez noté, le privilège de New Money, qui est en fait, New Money, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai regardé dans le dictionnaire, parce qu'en en fait, on est content d'utiliser un mot comme New Money, c'est le privilège de la conciliation. Le privilège de la conciliation, c'est de dire, moi, j'ai apporté, depuis l'ouverture, j'ai apporté de l'argent, grâce à ce que j'ai apporté ou parce que j'ai apporté, je vais être traité, hormis les super privilèges, si l'entreprise tourne mal, si l'affaire tourne mal, je vais être traité comme un créancier privilégié. Alors, pourquoi je fais juste cette petite remarque 8 petits entrepreneurs sur 10 parlaient l'heure de New Money et vous allez sourire pendant 30 secondes. On vous demanderait ce que c'est que la New Money. Donc, c'est bien le privilège de la conciliation. Alors, et ça s'applique également au chef d'entreprise si lui-même amène de l'argent. C'est le même traitement. C'est le même traitement. Par contre, il faut que ça soit en compte courant d'associé. Il ne faut pas que ça soit en augmentation de capital. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui est, alors, on va le reprendre à l'envers, qui soit en capacité de perdre au même titre qu'un apporteur extérieur. Et dans ces cas-là, il aura le même traitement qu'un apporteur extérieur si l'affaire tourne mal. Donc, après la conciliation, après, on sort, enfin, si, on a encore deux choses. On a encore le rétablissement professionnel. Alors, oui, pardon, mais je suis en train de lire en même temps. L'homologation, oui. Alors, l'homologation, c'est ce que je disais. Hein. Si c'est homologué, alors, permet de lever l'interdiction bancaire, oui, et bien sûr, parce qu'on a trouvé un accord, on l'a signé, on l'a homologué. Alors, évidemment, là, la banque ne reviendra plus dessus. Hein. C'est comme ça. Alors, publicité en cas d'homologation, c'est ce que je vous disais. Obligatoirement, il y a une publicité qui est faite. Ça, on ne peut pas faire autrement que cette publicité. Alors, là vous avez repris en résumé tout ce qui peut exister comme différence ou comme comparaison entre mandat ad hoc et conciliation. Donc, la souplesse contractuelle, évidemment, le mandat ad hoc, c'est très souple. La confidentialité pour le mandat ad hoc. Quand il n'y a pas de constatation par le tribunal ou pas d'homologation, bon, la conciliation reste aussi assez discrète et confidentielle. Le sort de la caution, incidence favorable à la caution pour la conciliation, évidemment. Pour le mandat ad hoc, il n'y en a pas. Alors, il faut faire aussi attention aux gens qui sont cautions lorsqu'on est en train de prendre un accord avec les banquiers. Il ne faut pas oublier non plus que les banquiers sont partie prenante, pas les banquiers ou les principaux créanciers, sont partie prenante dans ces affaires de caution et que l'incidence et le sort de la caution doit être aussi abordé avec le banquier. Parce que sinon, en général, ils savent très bien, ils n'y vont pas, mais il faut quand même l'aborder. Pour dire, bon, pendant ce temps-là, quand on a gelé ou quand on a reporté la créance et qu'on l'a étalée sur 5 ans ou 6 ans, sort de la caution, il faut qu'elle soit absolument greffée sur ce qu'on a fait avec le créancier principal. La sécurité juridique, bon, ça on l'a vu, hein, c'est la même chose que la confidentialité. L'interdiction bancaire, si elle existe chez un entrepreneur qui demande un mandat ad hoc, malheureusement, il ne pourra rien faire. Si c'est une conciliation, on voit bien que la conciliation, on va crescendo vers une obligation qui n'est presque plus amiable. Évidemment, il y a une levée de l'interdiction bancaire si on va vers une homologation. Si c'est une constatation, ce qu'on a vu au début, constatation, ça veut dire, moi, je ne lève pas l'interdiction
je continue à travailler comme avant, je suis d'accord, on signe tous les deux, mais le tribunal ne m'homologuera pas ça. Alors ça, évidemment, les chefs d'entreprise, en fonction de l'entreprise qu'ils ont et de ce qu'ils font, bon, ont besoin ou pas de discrétion. S'ils ont besoin de discrétion, ils vous diront, bon, nous, on n'homologue pas, on constate entre nous qu'on est d'accord, ils prennent leur conseil et puis ils signent. S'ils ont besoin de quelque chose de vraiment tenu par un tribunal et qu'ils n'ont pas de problème de publicité extérieure, ils demanderont l'homologation. La sauvegarde classique. La sauvegarde classique, on est là aussi toujours à l'initiative du débiteur, toujours une absence de cessation des paiements. Et bon, le plan de remboursement du passif sur 10 ans, protection des coûts obligés. Alors ça, c'est personnes physiques uniquement. Ça, ce sont les cautions en général qui sont à côté. Le projet de plan à l'initiative du créancier. Sur la sauvegarde classique, vous avez la possibilité d'avoir sur 12 mois une proposition de plan à venir. Aujourd'hui, on est plutôt sur des sauvegardes accélérées. Et sur ces sauvegardes accélérées, on a 4 mois pour présenter. Et là, on s'approche, puisque vous voyez qu'on arrive tranquillement, en parlant de sauvegarde accélérée, on arrive aussi aux procédures de traitement de sortie de crise, où là, on aura 3 mois pour présenter un plan. Parce que l'initiative du plan au maximum 4 mois de plus 2. Mais là, vous voyez bien que là, on n'est plus vraiment dans l'amiable, puisqu'on a une désignation d'un mandataire judiciaire et d'un administrateur. Il faut savoir quand même que dans ces affaires-là, on n'est plus tout à fait dans une liberté complète, parce que le mandataire judiciaire va avoir, lui, la main, non pas sur le dossier complètement, mais la main sur le sort réservé aux créanciers, puisqu'il est là pour préserver le sort des créanciers. Et donc, on n'est plus tout à fait dans la même. Et ça, c'est une sauvegarde qui va vite aujourd'hui, mais quand même, il faut quand même regarder 3 choses. Sauvegarde accélérée, rétablissement professionnel et aujourd'hui, traitement de sortie de crise, ce sont probablement des armes qui peuvent être intéressantes, mais aujourd'hui, très sincèrement, une procédure de sauvegarde à Saint-Malo, sur le dernier trimestre 2021. Après, on a rétablissement professionnel. Et vous voyez ce que c'est que le rétablissement professionnel. Je ne sais pas si on a un slide là-dessus après. Oui. Oui, on en a un. Oui, non, redressement, non, on n'a pas. Mais sur le rétablissement professionnel, on parle de pas d'actifs, ou pratiquement pas de salariés, moins de 3 millions de chiffre d'affaires, donc on est sur des toutes petites entreprises. Le rétablissement professionnel, de toute façon, là aussi, on se fait un petit peu plaisir, parce que celui qui est tout seul, qui n'a pas d'actifs ni rien quand il a déposé son bilan, franchement, on l'autorise à geler ce qui devait, ou une bonne partie de l'actif, sinon tout l'actif, et à redémarrer. Mais très sincèrement, on ne va pas encourager les gens à faire n'importe quoi. Mais celui qui est tout seul, une fois qu'il a déposé et qu'il a été mis en liquidation, sauf à avoir fait de grosses erreurs de gestion, demain, il va redémarrer une entreprise à côté s'il n'a pas été sanctionné par une interdiction de gérer. Donc, il faut faire attention dans tout ce qu'on est en train de dire là, au fait qu'on ne remplacera pas, c'est absolument impossible, de remplacer le recours précoce au conseil et à l'assistance, de remplacer ça par des procédures après, qui sont toujours des procédures après coup de rattrapage. Le redressement judiciaire, je ne vous ferai pas l'offense de penser que vous ne savez pas ce que c'est. Je vous ferai juste vous disiez tout à l'heure, c'est important, vous disiez tout à l'heure que quand vous avez un client, moralement, ça lui fait probablement du bien que vous soyez à côté de lui. Oui, sûrement, évidemment. Après,
ça n'est pas une obligation, sauf si vous, expert comptable, pensez qu'à un moment donné, le redressement judiciaire va mener à un plan ou à une cession éventuelle. Si vous considérez, vous, expert comptable, que l'entreprise, c'est fini, bah, évidemment, vous pouvez venir pour soutenir votre client, mais d'une manière générale, le tribunal va s'en rendre compte. Bon, le tribunal de Saint-Malo, 16 juges, vous avez 2 anciens experts comptables. Donc, il y a des gens qui connaissent aussi un petit peu. Alors, si l'entreprise a des chances de s'en sortir, franchement, il faut que vous les accompagniez. Le chef d'entreprise qui sait en général plus où il en est, qui a la tête dans le guidon, qui ne sait pas. Mais bon, sinon, quand même, si l'entreprise ne peut pas s'en sortir, je crois qu'il y a un moment, et on a cette habitude, on est quand même pas dans un monde de bisounours. Il y a un moment où il faut constater que l'entreprise ne peut pas s'en sortir, et il faut quand même lui dire. On a beau donner beaucoup d'importance à tout ce qui est amiable, et c'est louable, mais au-delà de ce qui est amiable et ce qui est louable, on explique à tout le monde constamment qu'un redressement judiciaire, ça gèle la dette, ça fait ci, ça. Très bien. Vous disiez tout à l'heure dans votre présentation que, par exemple, l'URSSAF avait reçu des instructions de ne pas poursuivre les gens. Et on a quelquefois des entreprises qui ont moins de 10 salariés et plus de 200 000 € de dette à l'URSSAF. Ça veut dire que ça date de 18 mois. Or, une entreprise qui gagnait déjà pas d'argent avant, qui a subi le confinement, qui a subi le Covid et qui aujourd'hui se retrouve avec une dette que l'URSSAF va finir par réclamer et qu'elle réclame aujourd'hui, ça, il ne faut pas croire que dans ce monde sympathique, on va y arriver. D'autant plus que tout ce que nous essayons, quand je dis nous, tous ceux qui essayent de sortir les entreprises, oublient quand même une chose, toujours, que cette chose est importante, et moi j'insiste beaucoup là-dessus. C'est qu'à partir du moment où vous avez gelé une dette et autorisé le paiement de cette dette sur 10 ans en général, qui est une proposition plan, vous placez, alors quand je dis vous, et cette fois-ci c'est le tribunal de commerce, vous placez cette entreprise en situation, alors, mais vraiment en situation favorisée par rapport à tous ceux qui payent leurs taxes, tous ceux qui payent leurs dettes, tous ceux qui payent leur URSSAF, tous ceux qui payent leurs fournisseurs. Ça, c'est clair. Il y a un problème à un moment donné de concurrence déloyale. Si c'est pour sortir l'entreprise par le haut, si c'est pour sauver des emplois, si c'est pour que l'entreprise qui a une justification sur le marché survive, c'est bien, mais il ne faut pas non plus oublier ce problème de concurrence déloyale qui est créé par une entreprise qui a créé des dettes et qui les paiera étalées sur 10 ans, et celui qui les paye au fur et à mesure. Alors, ça, qu'est-ce que vous voulez que nous disions de ça, de ces ordonnances? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Je pense que ça, vous les avez énoncé ces parties législatives en ce qui concerne la pérennisation et les conséquences. Voilà, c'était juste pour rappeler notamment l'ordonnance du 15 septembre où il y a eu le renforcement de la procédure d'alerte. Oui. Une information précoce du président du tribunal, notamment l'alerte du commissaire aux comptes, bon, sachant qu'il y a une loi il n'y a pas très longtemps qui a supprimé pas mal de mandats, donc ça va un petit peu dans l'autre sens. Et des conséquences de la caducité de l'accord amiable. Bon. Mais mon message, est-ce que ça mérite discussion? Donc, non, c'était plus une information. D'accord. Et sur le maintien de la garantie de l'État, donc, comme on disait tout à l'heure, lors de la restructuration d'un PGE dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de procédure collective. Par contre, ça ne marche pas quand on met en place un mandat ad hoc. Non, ça ne marche pas quand on met en place un mandat ad hoc. Alors, en ce qui concerne
la structuration de PGE dans le cadre de la procédure de conciliation et des procédures collectives, la durée de remboursement peut effectivement excéder 6 ans avec sur les 2 ou 3 premières années une impasse. C'est-à-dire on fait l'impasse pendant 2 ans ou 3 ans et on redémarre après les remboursements. Ça, c'est possible. Si c'est demandé, c'est possible. Plus de garantie de l'État en cas de mandat ad hoc, oui, ça c'est clair, c'est ce que vous venez de dire. Donc on n'a pas de souci aujourd'hui. On a juste un souci, c'est-à-dire que les gens se sont quand même pris, alors les entrepreneurs se sont quand même pris à un moment donné à rêver en disant le PGE c'est bien, et on avait en termes de PGE les mêmes rêves qu'en termes de Covid. Une fois c'était grave, une fois c'était pas grave, une fois on rembourserait, une fois on rembourserait pas. Alors, on ne sait encore pas où on en est aujourd'hui, parce qu'il y a certaines entreprises qui vont finir par ne pas rembourser, et avec les conséquences quelquefois bénéfiques, c'est-à-dire que l'État va dire bon, ok, on oublie ça, et puis les autres qui vont rembourser, mais rembourser jusqu'à 10 ans pour rembourser un PGE. Mais là encore, il faudra que vous fassiez attention, que nous fassions attention pour les entreprises qui ont des difficultés. Est-ce que ces difficultés sont concomitantes à tout ce que nous avons eu à cause de la Covid, ou est-ce qu'elles existaient avant? Puisque ce n'est pas à vous, je vais apprendre aujourd'hui, que certaines entreprises qui ont fait appel à l'État pour avoir les PGE ne s'en sont pas servies et s'en servent aujourd'hui soit pour investissement, soit pour autre chose qui leur permettent éventuellement de se développer. Il y a des entreprises qui s'en sortent mieux en 2021 qu'en 2019. Et ça, vous le savez, donc il faut qu'on fasse attention, et vous encore plus que nous, à savoir pourquoi ça existe. Pourquoi est-ce que des entreprises s'en sortent mieux en 2021 qu'en 2019? Il y a quand même bien quelque chose qui fait que, alors, où c'est la catégorie d'entreprise, où c'est ce qu'elle fait, où c'est sa situation avant. C'est sa situation avant. Et il y a eu des petites modifications pour saisir la CCSF dans le cadre d'une procédure collective et pour la période d'observation de la sauvegarde qui est réduite. Alors, nous avions parlé hors Bijou, la dernière fois, approché très rapidement le problème de la CCSF. Je crois que vous et on va avoir un slide tout à l'heure là-dessus. Vous m'aviez, je crois, demandé ce que je pensais ou ce qu'on pensait au tribunal de la CCSF. Tout est une question, parce que c'est trop facile aussi pour nous, quand on est comme ça, de dire il faut avoir une précocité dans tout, dans les déclarations, etc. Il faut aller très vite pour dire bon, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, etc. Mais quand on a, au niveau de l'URSSAF, au niveau du Trésor, même un petit peu moins quand même, on connaît le Trésor, mais quand on a par exemple au niveau de l'URSSAF des alertes qui ne viennent que 2 ans après, quand on a à propos de l'URSSAF, et on en a tous les jours, des parts salariales qui ne sont pas payées depuis 12 mois, avec des chefs d'entreprise qui disent, écoutez, est-ce qu'on peut étaler mon paiement de parts salariales sur 2 ans? Non, il faut faire attention. Quand je parlais de concurrence déloyale, ça en fait partie. Alors ça peut ne pas paraître important. Moi, je crois que c'est important. Mais on arrivera toujours partout. Ce sont toutes les différentes portes d'entrée. Imaginez-vous si vous êtes demain un petit chef d'entreprise, par qui vous allez commencer, qui va vous commencer à aller voir. Il vaut mieux quand même que vous ayez un expert comptable ou un conseil pour lui demander chez qui vous devez aller. Parce que entre la CCI, entre EG, entre l'URSSAF, entre le tribunal, y compris les cellules de prévention, je crois qu'il faudrait qu'on fasse attention à avoir un jour ou l'autre une porte d'entrée. Et donc l'ordonnance par rapport au rétablissement professionnel dont vous parliez tout à l'heure a augmenté le seuil, mais le seuil reste relativement bas à 15 000 €. Oui, c'est ça. Ouais. Alors après, bien sûr, vous dites qu'il faudrait augmenter ou penser à augmenter le seuil. Oui, mais n'oublions pas quand même qu'on est en train de parler de pas d'actifs.
Ça veut dire que, quand même, ça veut dire tout simplement qu'on fait une croix sur le passif. Point final. Et on dit aux chefs d'entreprise, vous pouvez recommencer. Là aussi, il faut. Bon, c'est pas bien d'être cru comme ça parce que ça pourrait paraître cruel, mais il faut quand même toujours faire attention à ce qu'on fait parce qu'il faut une justification sur le marché et que quelqu'un qui aujourd'hui pas qu'on en voit, hein, vous savez, au final, mais vous le savez aussi, pour, malheureusement, pour quelques-uns peut-être de vos clients, des gens qui ont un passif très élevé par rapport à l'actif zéro. L'actif, ben, moi j'ai un tournevis, mais je l'ai donné à mon frère. Et voilà, comme ça, j'ai plus d'actif. Et puis, ben, vous allez me rétablir parce que j'ai rien fait de mal. Ah non, non. On sait bien et on dit bien aux gens qu'ils n'ont rien fait de mal. On n'est pas en train de dire ou de juger un chef d'entreprise parce qu'il a fait quelque chose de mal ou quoi, mais parce que quand même, en face de ça, ce qu'il a créé comme passif est quand même néfaste pour les créanciers. Il y a aussi, surtout quand c'est un petit, quand c'est un petit entrepreneur, en général, ces créanciers, c'est souvent aussi des petits entrepreneurs. Je sais pas, dans les tout petits, c'est pas souvent la banque. Hein. La banque, ça fait longtemps qu'elle a arrêté, qu'elle a rejeté des traites ou autres, je crois. Mais peut-être que ça mériterait, parce que 15 000, on voit bien, vous avez raison, 15 000, on voit bien que c'est rien du tout. Ça mériterait d'être doublé au moins. Au moins. On n'est pas, ça mériterait d'être à 30 ou à 50 000. Et donc, dernière chose, au niveau de l'ordonnance, il y a l'histoire des classes, mais je pense qu'on peut passer parce que c'est pour des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros, 250 personnes, bon, c'est pas toujours… C'est bien spécialisé. Nos clients. Donc, ensuite, on va parler de la procédure de traitement de sortie de crise, puisque c'est une procédure sur laquelle le Conseil supérieur de l'ordre s'est énormément investi. Le but, c'était de sortir une procédure donc, pour une entreprise qui est en état de cessation de paiement, donc qui ne peut pas bénéficier des AGS. Tout à l'heure, une grande différence qu'on avait entre la sauvegarde et le redressement judiciaire, ce sont les AGS. Les AGS, c'est l'association de garantie des salaires qui permet, comment dire, de payer des salaires et toutes les charges sociales. Enfin, quand l'entreprise ne peut pas payer ses salaires, on va passer plutôt au redressement judiciaire pour bénéficier de les AGS. Donc là, dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise, il n'y a pas d'AGS. Donc le but de cette procédure, c'est d'aller très vite. C'est une entreprise qui est suivie par un expert comptable. Donc les comptes doivent apparaître réguliers, sincères, etc. Et le débiteur doit disposer des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et il doit être en mesure, dans les 3 mois, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est une procédure un peu hybride entre le redressement judiciaire pendant la période d'observation qui est très courte et les dispositions inhérentes à la sauvegarde ensuite. Mais voilà, à un moment donné, moi je fais partie du comité prévention, on nous avait indiqué que cette procédure allait avoir un avantage de la non-publicité. Donc ça n'a pas été retenu. Donc c'est une procédure où il n'y a pas la confidentialité comme il y a dans la conciliation, par exemple, ou dans le mandat ad hoc, mais ça peut s'appliquer à un PGE, ça peut s'appliquer à certaines choses. On a un problème, on sait à peu près comment le résoudre, donc on a besoin d'une période d'observation très courte, 3 mois. Le débiteur établit la liste des créances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme on a l'habitude de recevoir un courrier du mandataire judiciaire qui vous dit ben voilà, vous avez tant de temps pour déclarer vos créances. Alors évidemment, si on a oublié des créanciers, ben ceux-là ne sont pas couverts par notre client entreprise ne bénéficiera pas de la procédure de traitement de sortie de crise pour les créances qu'il aura oubliées. Donc ça, c'est important. Et donc, il y a un mandataire judiciaire, il y a le procureur de la République, on est tout à fait dans le cadre des procédures collectives. Et si on ne peut pas présenter de plan,
on tombe dans le redressement judiciaire ou la liquidation, puisque comme on a dit tout à l'heure qu'on est dans le cadre de la cessation des paiements et qu'on a bien vu que les procédures, comment dire, de prévention s'appliquent quand on n'est pas dans l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire après les 45 jours. Là, on tombe dans le redressement judiciaire. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est une procédure donc, qui est temporaire pendant 2 ans, donc jusqu'au 2 juin 2023, avec un décret d'application qui a énormément traîné, donc il est sorti, je ne sais plus trop quand, le 18 octobre, quelque chose comme ça. Donc, du coup, l'application ne va pas durer 24 mois, elle va durer un petit peu moins longtemps. Alors, peut-être qu'il y aura une suite si elle a du succès. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour savoir si elle a du succès. Je crois qu'au 31 décembre, il y en avait seulement une dizaine qui avaient été ouvertes en France. Donc, pour l'instant, c'était assez confidentiel. Mais voilà, sachez que ça existe. C'est une autre procédure, c'est une nouvelle procédure. Oui, allez-y. Juste si vous me permettez, juste. Oui, allez-y. En ce qui concerne le redressement simplifié, donc par la sortie de crise, on exclut la possibilité d'une cession d'entreprise. On ne peut pas céder l'entreprise pendant cette période. Cette période est faite donc pour proposer un plan de continuation, et on ne peut pas donc céder l'entreprise. Et une chose très importante aussi pour vos clients, si ça vous arrive, la procédure bénéficie aux cautions personnes physiques. Oui, alors justement, on va arriver sur les cautions. Donc, je vous redonne la main. Ah, là, non, mais oui, alors vous l'avez donc ici, et c'est quand même très bien fait. S'agissant, en ce qui concerne le mandat ad hoc, une procédure contractuelle, il est possible de prévoir des clauses, ce que j'ai dit tout à l'heure, organisant la protection des co-obligés dans l'accord. Mais ça, c'est du gré à gré, avec les risques qu'on a dans le gré à gré. Bon, mais il n'y a pas d'homologation, par conséquent, il n'y a pas. Et après, en ce qui concerne la conciliation, tous ceux qui ont consenti une sûreté personnelle ou les co-obligés, ou qui ont cédé un bien en garantie, peuvent se prévaloir des mesures accordées, alors ça c'est clair, aux débiteurs. Alors ça, il s'agit bien entendu, là aussi encore, de personnes physiques. Et les personnes morales aussi, je crois, en conciliation. Alors oui, dans certaines conditions, il y a des justifications qui sont plus contraignantes. Mais oui, en toutes les cautions, effectivement, toutes les cautions. Alors après, donc vous avez sur la sauvegarde, le sort de la caution, là, c'est la personne physique, pardon, et là donc on n'a pas de personne morale qui puisse, mais là on parlait effectivement de sauvegarde. Et dans tout, alors effectivement, vous aviez raison, c'est que la personne physique qui est protégée dans presque tout, sauf ce qu'on a vu tout à l'heure, en ce qui concerne la conciliation. Donc, voilà, donc depuis le 1er janvier 2022, il y a un petit peu plus d'égards vis-à-vis des cautions, quoi. Oui, il valait mieux. Parce que c'est pas si facile que ça, hein, de trouver des cautions. Mais c'est quelque chose qui doit fonctionner. Mais enfin, là encore, je crois qu'il faut pas se tromper. Mais vous savez, le cautionnement ne peut effectivement marcher que si la caution a toutes les chances de retomber sur ses pieds. Il est rare quand même qu'il y ait une caution qui donne de l'argent ou qui s'engage en sachant que ça n'ira pas plus loin. C'est quand même assez rare. Donc après, on va voir rapidement les dispositifs de soutien aux entreprises. Donc, dans les dispositifs de soutien aux entreprises, donc, il y a le CIP. Le CIP, c'est le Centre d'information sur la prévention. Donc, c'est un centre d'information. Il en existe 63 en France, dont 2 en Bretagne, un sur les Côtes d'Armor et un sur le Morbihan. Pour l'instant, il n'en existe pas ni dans le 35 ni dans le 29. Le but, c'est que le chef d'entreprise soit reçu par un juge honoraire et
un expert comptable ou un avocat. Et le but, c'est de dédramatiser l'accès au tribunal et puis d'informer sur les outils pour résoudre toute ou partie des difficultés et pour orienter. Donc d'ailleurs, si vous le souhaitez, le CIP, aussi bien du Morbihan et du 56, accueille tous les experts comptables volontaires qui souhaitent y participer. Donc le co-défi, bon, ça, vous en avez parlé tout à l'heure. En préparation, vous nous avez dit que tout le bien que vous pensiez du co-défi. Mais bon, c'est plus pour des problèmes de financement avec les banques. Donc sachez que ça existe, on va passer rapidement. Le CCSF, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc le CCSF, c'est pour les dettes sociales et fiscales. Ça marche bien. Enfin, moi, ça m'est arrivé de mettre en place. Souvent, on a des oreilles attentives. Si on présente quelque chose qui tient la route, on peut bénéficier donc de délais, donc de 24 mois qui peuvent être portés jusqu'à 36. Évidemment, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça ne concerne pas les dettes salariales, puisque une entreprise n'est pas propriétaire des dettes salariales. Elle a des dettes patronales, pas les dettes salariales, elle doit les payer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on a des remises derrière sur des intérêts de retard, sur les pénalités qu'il peut y avoir. Donc c'est au niveau du Trésor, il y a un secrétaire, suivant les lieux qui vous reçoit, où on a un échange. Et ensuite, il y a une commission qui se tient. On ne participe pas, nous, à la commission. Enfin, moi, dans les cas que j'ai eus, on n'est pas invité à participer, mais on a le résultat qui est souvent positif. Donc, ceci dit, l'URSSAF d'elle-même a accordé beaucoup de délais ces derniers temps. Donc, peut-être qu'on va avoir moins besoin d'avoir recours au CCSF. Donc, vous connaissez la médiation du crédit. Vous avez vu le mail de Lionel Canesi hier ou avant-hier sur une autre possibilité via le médiateur du crédit de prolonger éventuellement le PGE sur une durée un petit peu plus longue. Donc, je vous laisse vous y référer. Et je vous redonne la parole sur la chambre de prévention du tribunal de commerce. Non, la chambre de prévention, c'est quelque chose qui existe depuis 5 ans. Depuis 5 ans et qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. La personne qui est en charge aujourd'hui de la chambre de prévention au tribunal de commerce de Saint-Malo est un ancien expert comptable. Et avec l'idée quand même de la prévention, c'est d'essayer d'avoir des chefs d'entreprise qui viennent nous voir ou leurs conseils qui nous alertent en disant voilà, on prévoit, on risque d'avoir quelque chose. Alors ce sont des gens qui ne font que ça. Il faut savoir aussi que je vois personnellement, puisque normalement le président du tribunal de commerce en fait partie, j'en vois assez peu pour une raison très simple, c'est que à partir du moment où j'aurais vu quelqu'un pour la prévention et que j'ai pu discuter avec lui, je ne peux plus le voir en audience. Et ça, c'est embêtant parce que pour les audiences, pour des entreprises qui sont assez bien structurées, en audience, on a besoin de discuter avec eux et j'ai besoin de le faire. Mais on a une chambre de présentation, donc avec 2 personnes qui sont tout le temps là, plus d'autres qui viennent les aider. Ils reçoivent sur simple coup de fil au greffe en disant voilà ce qui m'arrive, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de la prévention. Ils reçoivent donc les gens. Ils ont une habitude parce que le problème du mandat ad hoc, comme le problème du redressement judiciaire, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un mandataire ou qu'on a besoin éventuellement d'un mandataire ad hoc ou d'un mandataire judiciaire, on a affaire à des gens qui sont des spécialistes et qui ont toutes les portes d'entrée et qui ont donc l'oreille de service. Nous avons aujourd'hui exactement les mêmes portes d'entrée parce que ces gens-là sont aussi des spécialistes de la prévention. Ils ne font que ça. Et c'est avec eux qu'on peut voir comment on a la mise en place de conciliation
comment on peut avoir un mandat ad hoc. Mandat ad hoc, c'est beaucoup. Mais le problème de la prévention, c'est un problème où les chefs d'entreprise, on demande à les voir, mais aussi, s'ils ne viennent pas, eux, après avoir vu, en général, ils ont vu la CCI. Et la CCI les envoie chez nous en disant, ben là où vous en êtes, allez voir les responsables de la prévention. Bon. Au-delà de ça, de voir la prévention au tribunal, nous avons, nous aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des clignotants. Les clignotants qui sont les relevés de l'URSSAF, bien sûr, le Trésor, les injonctions de payer, et puis les procès. Les procès qui arrivent, moi, je n'ai pas été payé par ci, je n'ai pas été payé par ça. On m'a fait un procès en malfaçon alors que c'est juste pour pas payer. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, de tous ces signaux-là, on invite d'abord le chef d'entreprise à venir nous voir pour nous expliquer comment ça se fait que il accuse le maçon de lui avoir fait un mur qui penche à 45 degrés. Comment ça se fait qu'il n'a pas payé l'URSSAF. Donc, on va entrer en discussion s'il vient. La première, c'est une invitation. La deuxième fois, c'est une convocation. Et si donc le chef d'entreprise ne vient pas ou ne répond pas à cette convocation, qui encore une fois n'a comme rôle que de connaître l'entreprise et d'anticiper avec lui les difficultés qu'il pourrait avoir et savoir où il pourrait aller. La deuxième fois, s'il ne répond pas, on transmet le dossier au procureur de la République. Écoutez, nous, on a fait ce qu'on pouvait. Le type ne répond pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire d'autre que transmettre au procureur de la République. Mais d'une manière générale, la Chambre de prévention reçoit ou traite une soixantaine de dossiers par an, jusqu'à maintenant. Alors, un petit peu moins en 2021, puisqu'il n'y avait pas de prévention, ça allait bien. En 2022, on peut considérer aussi que le premier trimestre, on va le passer tranquillement, mais il va bien y avoir un moment où, vous, expert comptable, vous allez tirer un trait en bas de la page. Il va bien falloir aussi qu'on se rende compte que tout ne va pas si bien pour tout le monde, et puis qu'il faudra effectivement entrer dans le cadre de la prévention. Alors, quand même, pour les petites entreprises, si elles ont un problème, non pas structurel, mais vraiment momentané en ce qui concerne la suite de la Covid, ces entreprises, en théorie, elles peuvent s'en sortir. Quand c'est structurel, et il y en a, à ce moment-là, on entre dans le cadre normal d'un tribunal. Mais alors, la prévention, comme je vous disais, c'est vraiment une partie très, très importante. Alors, on a appelé ça chambre de prévention parce que le tribunal, ça ne fait pas bien. Et de temps en temps, pour faire attention aussi à qui on s'adresse, on évite même de recevoir les gens au tribunal. Parce qu'ils se posent des questions en disant, moi, si je vais au tribunal, est-ce que je vais sortir? Oui, tu vas sortir. Mais bon, ils se demandent, donc on les reçoit soit à la CCI, soit à la Chambre des métiers, soit bon, on les reçoit dans un lieu neutre, avec des gens qui ne sont pas en robe, avec des gens qui sont comme eux et qui discutent avec eux des possibilités de faire avancer les choses en termes de prévention. Et encore une fois, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors justement, pour rebondir, on finit sur les outils de l'ordre. Donc très rapidement, donc, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la profession, donc, on a mis en place un outil qui s'appelle Business Story Prévention. Donc, je vais vous montrer vite fait comment voilà. Donc en fait, le chef d'entreprise, il tape Business Story. Faites-vous accompagner. Donc, on arrive sur le Business Story habituel avec création, développement, reprise, investissement et relance prévention. Donc, on propose donc au chef d'entreprise qui n'est pas accompagné par un expert comptable de bénéficier gratuitement d'un pré-diagnostic. Donc, qui va balayer un petit peu un certain nombre de choses, les outils de prévision, la gestion du personnel, les échéances fiscales et sociales, les relations avec les clients, les fournisseurs, les banques, etc. Donc, il clique sur accéder. Donc, on rappelle ça, voilà ce que je vous disais à l'instant. On accède à l'annuaire. Donc, la carte de France. Donc, voilà.
la Bretagne. Donc, vous voyez, en Bretagne, pour l'instant, il n'y a que 10, enfin, il y a 7 experts comptables, puisqu'il y en a qui ont un ou deux lieux d'implantation, par exemple. Donc, on manque un petit peu d'experts comptables bretons volontaires dans cette procédure. Donc, par exemple, Saint-Brieuc, voilà, donc on demande un rendez-vous. Et puis voilà, êtes-vous déjà accompagné par un expert comptable dans le cadre du projet? Oui, non. Et puis, il faut se connecter. Donc, pour se connecter, il faut mettre son nom, etc. Donc, voilà comment ça se passe du côté du chef d'entreprise. Nous, de notre côté, donc, où est-ce que j'ai mis ça? Hop. J'ai le bandeau en haut qui m'empêche. Comment je peux enlever le bandeau en haut? Voilà. Donc, vous allez sur le site de l'ordre, donc avec votre ID utilisateur, etc. Donc, vous tapez prévention. Donc, vous tombez sur cette page-là où il y a le tutoriel Business Story, reprise d'activité, prévention et difficultés, le comité prévention. Donc, vous cliquez sur prévention des difficultés. Et donc là, vous avez un certain nombre d'outils pour vous aider. Donc, le questionnaire vierge, l'exemple de fiche de synthèse autodiagnostique, mais aussi la mission d'accompagnement, donc la lettre de mission. Donc, pour vous, pour l'expert comptable. Donc, dans le cadre d'accompagnement ou une mission d'accompagnement dans une procédure collective. Le guide de l'accompagnement des difficultés qui est à jour en novembre 2021, donc de toutes les lois, décrets, etc. qu'on a vu tout à l'heure. Un article sur le CIP, etc. etc. Donc, il y a plein de choses sur le site de l'ordre qui, justement, doit vous permettre d'être bien outillé pour suivre ça et puis pour répondre aux besoins de nos clients, quoi. Sachant qu'on est regardé par les pouvoirs publics, le CSO et l'ordre s'est énormément mis en avant pour rappeler quel était notre rôle auprès des chefs d'entreprise. Donc, avant de passer la parole à Régis, donc juste une petite préconclusion, c'est-à-dire que vous avez vu qu'on avait 5 procédures. On est passé à quelque chose comme autour de 9 procédures avec la sauvegarde accélérée, avec la procédure de traitement de crise, etc. Le but, c'est d'être passé du quoi qu'il en coûte avec énormément d'argent qui a été mis sur la table, qui a été déversé dans l'économie pour éviter qu'il y ait une tonne de dépôt de bilan derrière, que cet argent-là n'ait servi à rien. Et donc, le but, c'est donc de ce webinaire, c'était de vous informer de toute l'actualité de toutes ces procédures et qu'on s'engage, nous, collectivement, notamment à travers de Business Story Prévention, à recevoir, gratuitement, faire un pré-diagnostic, donc voilà, une fiche de synthèse que vous pourrez regarder. C'est quelque chose d'assez simple et pour éviter le plus de dépôts de bilan possible et sachant que plus c'est pris en amont et plus on a de chances de s'en sortir. Donc, je passe la parole à Régis pour conclure. Voilà. Eh bien, ouais, merci Bernard, merci à Monsieur Taledec pour votre intervention très pratico-pratique. Et merci pour le franc-parler également de Joël Taledec. Du coup, j'aimerais aussi redire donc, ce qu'on a évoqué en début d'intervention, que ce webinaire donc, a été enregistré, donc il sera en accès très prochainement. Je reviens sur ce que tu évoquais donc, à l'instant, Bernard, pour le souligner et puis faire de nouveau appel à candidature. Faire appel à votre candidature, vous qui étiez présent là donc à une cinquantaine de personnes et donc j'en suis vraiment fier. Du coup, c'est effectivement
tu l'as évoqué, Bernard, une question également comment dirais-je, de représentativité de notre instance auprès des pouvoirs publics. Et plus on aura d'experts comptables, de consoeurs, de confrères présents dans ce dispositif Business Story Prévention, et plus on pourra, comment dirais-je, faire valoir nos compétences et dire au pouvoir public que nous sommes bien présents aux côtés de nos entreprises. Donc, je vais relancer un appel à candidature pour faire partie et intégrer ce Business Story Prévention. Je voudrais vous rassurer d'ailleurs en lançant cet appel, on a eu très peu, on l'a dit, je l'ai dit en introduction, très peu de sollicitations, voire même pas du tout. Je pense qu'il y en aura quand même sur les mois à venir. Et donc, c'est pour ça. Hein, c'est pour montrer notre force auprès des pouvoirs publics et je ferai donc appel de nouveau à candidature. J'aimerais également que vous fassiez remonter les difficultés également que vous avez eues en accompagnant quelques-uns de vos clients, si c'est le cas, de manière à ce que nous puissions nous faire valoir ces difficultés auprès également des pouvoirs publics. Il y a une insistance de leur part également à ce que nous fassions remonter. Carole, hein, comment dirais-je, si elle est présente, pourrait presque prendre la parole pour nous dire à quel point effectivement elle est sollicitée de la part du préfet notamment. Je finirai du coup pour ouvrir donc une autre possibilité d'un webinaire sur les mois futurs. Notamment, vous l'avez évoqué tous les deux sur les signaux faibles. Donc, une procédure qui a été mise en place par les pouvoirs publics il y a plus de 2 ans déjà. Donc, cette procédure signaux faibles, il s'agit en fait d'un algorithme, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, donc de données croisées entre les grandes directions, la DGE, DGFiP, l'URSSAF, la Banque de France, la formation aussi, la direction du travail. L'idée était de mettre en place à peu près 80 indicateurs qui permettent de se classer et finalement d'identifier les entreprises à risque. Et donc, ces entreprises identifiées par ces organes que je viens de citer seraient ou seront, donc c'est pour ça que je vous en parle, vont être appelés alors de manière confidentielle par la suite, par notamment la DGFiP, si effectivement les signaux détectés sont de son recours, par exemple. Et donc, je vous en parle puisqu'on aura certaines de nos entreprises que nous suivons au quotidien qui seront donc interpellées. Et donc, il faut être au courant puisque les entreprises reviendront vers nous, j'en suis sûr. Il est question qu'on intègre donc ce pôle, mais on se heurte pour le moment, pour information, à un problème de confidentialité et de secret professionnel. Le DGFiP, enfin, le directeur des services fiscaux, s'en était confié en fait en dernière session de conseil. Donc, on y travaillera avec ces services pour voir de quelle manière on peut lever, nous, notre secret professionnel. Donc voilà, donc je vous remercie encore, Monsieur Taledec, Bernard, donc pour votre intervention. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous donc, une excellente journée. Merci pour votre attention et à très bientôt.